Préparez-vous à vivre maintenant un moment unique de cette saison. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, qui est toujours enregistrée parce que je suis pas en France, on va voir maintenant un nouveau protagoniste, un nouvel entrepreneur qui vient lever des fonds pour qui veut être mon associé. Et on va apparemment découvrir une émission mémorable, et je l'espère, parce que grâce à ces émissions mémorables, généralement on voit plein de choses très différentes et techniques que je n'ai jamais l'occasion d'aborder. Avant d'attaquer, et comme d'habitude, je te rappelle l'usage qui pour cet été est relativement court, ça fait plaisir. Va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet séminaire, il y a un séminaire et on se rencontre. Tu peux réserver ta place, c'est le 5 octobre à Nîmes. Les tarifs sont plus que raisonnables et tu vas pouvoir comme ça non seulement assister à des conférences fort intéressantes, mais en plus, tu pourras me rencontrer, nous rencontrer, échanger avec nous et à ce tarif-là, le repas est inclus. Sinon, comme d'habitude, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, c'est encore ce qui m'aide le mieux à référencer ces émissions. Et sans plus de transition, Patrick Magnéto. Je m'appelle Gaël et j'ai travaillé pendant 15 ans dans le cinéma sur des grosses productions comme Batman Begins, Doom, Alien vs Predator, Harry Potter, Sur les rivières pourpres, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Après je suis rentré dans le jeu vidéo, d'abord chez Sony et puis après j'ai travaillé chez Ubisoft pendant 9 ans. Et puis là, Technicolor me propose de rejoindre son laboratoire de recherche et je vais travailler donc sur les technologies immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée et aussi l'humain digital, c'est-à-dire la reproduction de soi-même dans le monde virtuel. Et c'est ça qui m'a donné envie de créer ma boîte sur l'humain digital. J'ai toujours apprécié les parcours de vie comme celui-ci car on peut apprécier, ça fait de répétition, tu m'en veux pas trop, les différences et les évolutions et les changements qu'une personne peut opérer dans sa vie, dans son travail, dans son quotidien. Et là, on a quelqu'un qui est passé du cinéma au jeu vidéo, du jeu vidéo à la réalité virtuelle. Alors, je pense que tu l'as compris, l'émission des Qui veut être mon associé avec laquelle j'ai commencé date d'il y a plusieurs années. C'était l'époque du métaverse, de l'arrivée du métaverse, de la réalité virtuelle, etc. Entre-temps, il s'est passé du temps, c'est un petit peu retombé comme un soufflet. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs avec les nouvelles technologies, c'est que quand ça arrive, on est extrêmement emballé. Malheureusement, elles ne prennent pas toutes avec la même ampleur, avec la même, force. Il y en a certaines qui vont réellement prendre leur place et envahir notre quotidien. Et il y en a d'autres qui disparaissent ou qui ne voient pas le jour tel qu'elles auraient dû voir le jour. En sachant, je veux le préciser, c'est extrêmement important, que ce n'est pas parce que la réalité virtuelle, les humains numériques, etc. aujourd'hui, ça n'est pas notre actualité que ça ne le sera jamais. D'ailleurs, j'en profite, il y a quelques temps de ça, il y a plusieurs semaines de ça, j'ai regardé un dessin animé qui s'appelle Panthéon, qui était disponible pendant une période sur Amazon Prime. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une série Amazon qui n'est plus disponible sur Amazon. Enfin bref, un truc un peu lugubre que je n'ai pas bien compris. Mais je me suis débrouillé de pouvoir regarder les 2 saisons, parce que c'est un dessin animé en 2 saisons, qui, à mon sens, aurait pu être un film ou une série. Bref, passons. Qui était extrêmement intéressante et qui parlait justement des humains numériques. Et je t'invite à regarder cette série, tant elle m'a marqué et tant je l'ai trouvée fascinante, par la manière dont c'était abordé et parce que ça a impliqué comme enjeu vis-à-vis de la technologie. Bref, quand tu vois une nouvelle technologie, ne t'emballe pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas réussir, ça ne veut pas dire que ça va échouer non plus d'ailleurs. Ça veut juste dire qu'il y a des technologies qui apparaissent avant l'heure, mais avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Il y a des technologies qui apparaissent après l'heure, mais ce n'est toujours pas l'heure. Le tout, c'est d'être à l'heure. Le meilleur exemple de ça, c'est la Redoute. La Redoute, c'était le Amazon avant Amazon, qui n'était là que trop tôt finalement. Amazon, en utilisant la puissance d'Internet, c'est un La Redoute international à la sauce américaine qui a tout écrasé sur son passage. D'où l'importance d'être à l'heure. Ça fait 3 mois que je me prépare. J'ai écrit le texte, j'ai appris le texte, je l'ai joué. Ma femme est ancienne comédienne, donc elle m'a fait répéter. J'ai répété jusqu'à vraiment l'incorporer en moi, pour qu'il fasse partie de mon histoire. Mes enfants m'ont challengé, on a choisi mes vêtements. Je me suis enregistré en vidéo avec ma chemise que je porte là actuellement. Je pense que je suis prêt, ouais. Là, il vient de te délivrer un des secrets, bien évidemment, du cinéma, un des secrets général de tous les pitchs, c'est pas d'apprendre de par cœur le texte, c'est de le connaître à un point où le texte finit par faire partie de toi, où tu es tellement à l'aise quand tu le récites, quand tu racontes le récit, que tu peux t'éloigner du texte, faire des blagues, tu peux rebondir, avoir des gens qui te coupent, etc.
En fait, tu le connais tellement bien qu'en fait, tu es comme sur des rails, tu es à la maison, c'est facile pour toi. Et ce degré de connaissance, tu dois l'avoir dans les domaines qui t'intéressent. Tu dois être capable d'apprendre quelque chose et de le restituer avec un degré de maîtrise équivalent à celui auquel il fait allusion. Et d'ailleurs, note jusqu'où il a poussé le vice. Il s'est filmé, il s'est exercé sur sa famille, sur ses proches, sur son entourage. Il a retravaillé. Il n'a eu de cesse de travailler son pitch jusqu'à ce qu'il atteigne un degré de maîtrise qui lui convienne, qui lui suffise. Et quand tu sais que sa femme est une ancienne comédienne et qu'elle a participé à ce travail, je pense que tu peux t'attendre à un pitch qui sera maîtrisé sur le bout des doigts. Et ça peut créer une différence, ce qui va être extrêmement intéressant d'ailleurs puisque on est a posteriori. Donc aujourd'hui, au moment où je parle, on sait que le métaverse, la réalité virtuelle n'a pas eu l'impact qu'elle aurait dû avoir au moment où Facebook l'a lancé. On est toujours dans cette course. Au moment où je parle, on a quand même le casque de réalité virtuelle de Apple qui est sorti. On a aujourd'hui des gens qui s'en servent. On a des gens qui disent que c'est exceptionnel. Mais pour autant, ça n'a pas encore complètement intégré nos vies. On n'est qu'aux prémices de cette nouvelle réalité. On ne peut pas dire ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'impact que ça devait avoir à l'époque, quand notamment Mark Zuckerberg a fait son annonce, qu'il a même changé le nom de sa maison mère en Meta pour signifier sa croyance dans le projet, pour indiquer à quel point il était engagé dans le processus de bascule vers une réalité virtuelle, eh bien à ce moment-là, on s'attendait à un déferlement de réalité numérique, de réalité augmentée, enfin appelle ça comme tu as envie. Et ce déferlement, cette vague, ce changement n'est pas arrivé, je pense, à la hauteur que tout le monde espérait. C'était un point d'ailleurs où même ça a influencé les cryptos. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait des crypto-monnaies qui étaient influencées par les réalités virtuelles, etc. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il en était, ce qu'il en est aujourd'hui. Et je pense que toi aussi. Et ça montre encore une fois que parfois la hype, le fait de vouloir quelque chose parce qu'on croit qu'on est dans le mouvement, on s'attend à avoir le doigt sur le nouvel Amazon, le nouveau Facebook, la nouvelle société qui va tout révolutionner. Ça va donner envie à des gens, à mon avis, d'investir alors que, on le sait aujourd'hui, encore une fois a posteriori, ça n'aura pas l'impact que ça devait avoir à l'époque. Je joue quelque chose de très important pour Emova aujourd'hui. Convaincre un investisseur va vraiment faire la différence et peut permettre à ma levée de fonds de se faire avant la fin de l'année, ce qui est crucial pour Emova pour continuer à développer cette technologie. Alors juste un mot avant que ça attaque, tu te rappelles que je ne vois pas les épisodes en avance. Là, quand j'entends ça, il y a une frayeur qui me vient, c'est déjà on a besoin de cet argent pour pouvoir continuer à développer. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin de l'argent pour exister. Ça veut dire qu'il n'y a pas de business, qu'il n'y a pas de rentabilité sur le business model. Donc on va vraiment vendre de la hype, le fait d'être dans le mouvement de quelque chose. Donc ça déjà, ça me crée en tout cas en moi un doute personnel. Deuxièmement, et c'est plus dérangeant à mon sens, est-ce que seulement il y a derrière tout ce truc d'humain augmenté quelque chose de tangible? Quand on te pitch une idée ou quand tu as une idée d'une boîte, en fonction de l'avancement où tu te trouves, et on l'a déjà vu dans l'émission, tu as des mecs qui viennent juste pitcher une idée. Donc est-ce que, et c'est ma question que je me pose et je veux que tu l'entendes avant que l'émission attaque, est-ce qu'on va avoir une idée qui a besoin d'argent pour se développer ou est-ce qu'on a quelqu'un qui a commencé à créer une boîte qui a besoin d'argent pour se développer parce que la boîte elle a déjà tout cramé et du coup il compte sur des investisseurs pour pouvoir continuer dans la direction dans laquelle il se trouve. Dans les deux cas, je te le dis d'ores et déjà, moi personnellement, j'ai pas trop envie d'investir, ça n'a même pas commencé. Je le dis avant, comme ça au moins tu sais dans quel état d'esprit je suis. Bonjour, je m'appelle Gaël Sédou, j'ai 56 ans et je suis le cofondateur de Emova. Emova, c'est une start-up bretonne fondée à Rennes en mai 2022 et qui propose le premier service d'essayage virtuel sur la base de votre jumeau numérique, de produits du luxe et de la mode autour du visage. On est en phase de prototypage et on prévoit un début de commercialisation en mai 2023. Je viens vous demander 200 000 € pour 6% du capital. Eric souffle, j'interviens. 6% du capital pour 200 000 €, ça fait une valorisation énorme. Il a dit il y a un instant qu'il avait besoin de cet argent pour continuer à se développer. Je suis très inquiet. Et en plus, je le dis tout de suite, l'essayage en ligne sur le visage en double numérique, voilà, je suis très dubitatif. Je veux te le dire dès le départ, je n'investirai jamais là-dedans. Pourquoi ? Parce que je n'y crois, mais alors pas du tout. Je ne vois pas l'intérêt. Bon, voilà, c'est mon opinion personnelle. J'irai pas ni payer, ni télécharger une application. Si à la limite, si elle est gratuite et encore pour rigoler, je ne vois pas d'intérêt financier derrière tout ça, à part
technologiquement parlant, où certes, il y a peut-être un intérêt, et encore, c'est discutable, mais pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans son projet et il n'a encore rien dit. Et pourquoi et sur quoi on se base? Quels sont les sentiments? C'est les sentiments d'usage. Et pourquoi je te dis ça dès le départ? Parce que quand tu crées une société, toi, tu vas te baser sur des remarques, sur, on va dire, des observations que tu vas apporter sur le monde autour de toi. Mais ce n'est pas parce que tu observes quelque chose, et moi je suis toujours le premier à te le dire, créer une boîte autour d'un besoin. Et ce n'est pas parce que tu vas observer un besoin autour de toi qui te semble être pertinent que ce besoin est une entreprise ou est monétisable. Malheureusement, tous les besoins ne sont pas monétisables. Et là, je suis désolé de le dire dès le départ, mais je ne vois pas en quoi c'est intéressant. Alors ma femme, elle essaye beaucoup de bijoux sur Internet et à chaque fois elle me pose la question, est-ce que ça me va? Est-ce que la couleur convient, la forme? Est-ce que ça va avec la carnation de ma peau? Et pour moi, c'est difficile de lui répondre. Alors je viens de l'image, j'ai travaillé pendant une 30aine d'années dans le virtuel. D'abord, j'ai dirigé des effets visuels pour le cinéma. Ensuite, j'ai été producteur de jeux vidéo pendant 10 ans. Et puis depuis 6 ans avant de créer Emova, j'étais directeur de recherche chez Technicolor et Interdigital sur les technologies immersives de réalité virtuelle, réalité augmentée et aussi bien sûr sur l'humain digital. Et je pense que les technologies de l'image peuvent permettre d'améliorer le parcours d'achat en amenant plus d'émotions et plus d'immersion. Alors aujourd'hui, vous avez 2 façons de vous voir. Dans un miroir, c'est le reflet de vous-même, ou alors en regardant une vidéo ou une photo. Et nous, ce qu'on propose avec Emova, c'est justement ce jumeau numérique, donc une image 360 augmentée. Et c'est cette expérience qu'on veut proposer avec Emova. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour ma femme? Elle va avoir une expérience ludique. Elle se crée son avatar. Cet avatar lui appartient. Il est codé dans la blockchain et donc il est sécurisé, protégé. Et en plus, elle va pouvoir essayer. Qu'est-ce que ça va changer pour l'e-commerçant, notre client? Il va avoir une expérience qu'il va proposer sur son site internet, bien plus immersive, plus amusante, plus ludique. Il va pouvoir aussi revaloriser ses produits. Pour des produits à forte valeur ajoutée comme les bijoux par exemple, les montrer sous tous les aspects, avec la bonne lumière, le bon reflet, ça c'est une meilleure promotion en fait du produit sur internet. Et enfin, il va attacher à son site internet, le site de sa marque, des notions d'innovation, peut-être le futur des achats sur internet. Donc vous l'avez compris, avec Emova, ce qu'on essaye de faire, c'est rendre cette expérience qui est virtuelle plus humaine. Et chez Emova, c'est exactement ce qu'on essaye de faire, vous émouvoir sans vous tromper. Bon, le discours est bien, il a un discours axé marketing, on comprend très bien l'intérêt, on voit très bien les clients et les personnes à qui il s'adresse. Donc d'un côté, on a les e-commerçants. L'idée ici, c'est de leur dire, grâce à ma technologie, vous allez pouvoir mieux vendre, revaloriser, vendre plus cher. Ça intéressera toujours les commerçants, ça c'est certain. De l'autre côté, pour le client, meilleure expérience, plus de facilité pour se projeter. La projection dans l'achat, c'est quelque chose d'important. Tu vois, je te l'avais dit, il parle de la blockchain. La blockchain, la sécurisation de ton jumeau numérique qui t'appartient. Ok, très bien. Je vois où il va en venir. Je comprends le concept. Mais après, je pense que on retombe dans la déduction, on est a posteriori encore, c'est un peu compliqué pour moi de parler de ça sans avoir cerné les problèmes qu'il y a actuellement. On a déjà actuellement, je pense, un problème technologique. Je pense qu'actuellement, le vrai fond du problème, c'est la technologie actuelle qui ne permet pas d'accéder facilement et de se projeter dans ce monde virtuel qu'on nous vend depuis quelques années. Je pense qu'on est en train d'y arriver tranquillement, mais quand tu vois les problématiques qui sont soulevées par le casque de Apple, quand tu vois même ce que représente la technique du casque de Apple, le prix, l'accessibilité au produit, pour l'instant, on est loin du fait que cette technologie soit réellement, comme il le dit, accessible à tous et vraiment facile d'accès. Je trouve qu'il y a une distance entre le produit qu'on essaye de nous vendre et l'actualité dans laquelle on se trouve qui est trop grande. Et malheureusement, actuellement, là encore aujourd'hui, au moment où je te parle, et on est bientôt 2 ans plus loin dans le futur de cette émission. C'est-à-dire que là, on écoute une émission du passé, puisqu'on est sur une émission de fin 2022. Donc, tu te rends compte, c'est vraiment, fin 2022, tu vas écouter cette émission pendant l'été. Quand tu vas rentrer des vacances, selon à quel moment tu m'écoutes, tu peux même m'écouter en septembre. On est sur fin d'année 2024, on va rentrer en 2025 et la réalité virtuelle
n'est absolument pas, pour moi en tout cas, et je peux peut-être parler que pour moi, un projet ou même un lieu dans lequel je peux me rendre facilement. Je ne dis pas à ma femme, viens ce week-end, on va se balader dans la réalité virtuelle que j'ai à la maison. Même acheter le casque d'Apple, c'est absolument pas un projet d'achat dans ma vie actuelle. Et d'ailleurs, quand tu regardes les commentaires qu'il y a eu sur le casque Apple, beaucoup ont déclaré que s'il était 50% moins cher, le produit aurait été chez eux, il aurait été intéressant pour eux. Aujourd'hui, on est sur un produit à 4 000 €. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un produit comme celui-là. Donc, je pense que malheureusement, on est, comme je disais tout à l'heure, sur une technologie qui est trop précoce. On est beaucoup trop loin par rapport à la réalisation de la technologie. Et malheureusement, je pense que c'est trop tôt et que donc, c'est mon opinion, mon analyse, on n'arrivera pas à rendre ça intéressant ni pour les investisseurs, ni pour les acheteurs, ni pour tout le monde. Après, je le redis, son pitch il est parfait, il est très clair, il cible très clairement les deux on va dire segments de clientèle qui sont touchés par sa technologie, c'est-à-dire les commerçants, 2, le client dans le prêt-à-porter pour les commerçants. Tout est clair, mais malheureusement, c'est pas l'heure. Bien exécuté. Très bien. C'était un bon pitch. Merci. C'était clair. On peut voir à quoi ça ressemble. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous êtes sur un site internet classique. Je choisis un bijou, je l'ajoute à ma cabine d'essayage. Je peux à ce moment-là créer mon avatar. Là, il me dit de me placer dans les bonnes conditions de lumière, de rester assis, d'enlever certains accessoires et on commence le calibrage. Donc cette calibration, en fait, c'est les photos qui sont prises à différentes positions dans la cabine d'essayage. Et ce qu'on va faire, et c'est pour ça que je viens chercher de l'argent, c'est le faire avec le téléphone, donc scanner en live. Parce que tout le monde n'aura pas cette cabine chez lui. Non. Par contre, cette cabine peut être dans les centres commerciaux ou dans les grandes boutiques. Oui, bien sûr. Ouais. Le scan est terminé, je retourne sur le catalogue. Là, vous voyez la barre de progression, l'avatar est en train de se créer. Je peux choisir de rajouter à ma cabine d'essayage des articles. Et ensuite, j'affiche ma cabine d'essayage. Donc là, j'ai mon avatar avec les boucles d'oreilles. Je peux choisir de changer le type de boucle d'oreille. Et l'avantage donc de cette solution, c'est qu'on peut regarder sous différentes conditions de lumière. Donc ça donne un peu plus d'immersion, ça permet de se voir différemment. Quand on est face à un miroir, en fait, on se voit dans la lumière de la salle de bain ou de l'endroit où on se regarde. Voilà. Et surtout, l'avantage de notre solution, c'est qu'on peut se voir sur le côté et donc voir un close-up de l'article sur son oreille. Ce qui m'embête le plus, c'est que quand tu vois la présentation, tu es bluffé. Et là, tout de suite, de la manière dont ça vient d'être présenté, donc en fait, il va sur un site de e-commerce qui a téléchargé son module. La personne qui a installé son module, du coup, en fait, comme il l'explique, donc là, on comprend à quoi ça va servir l'argent. L'argent va servir à faire finalement la modélisation, non plus avec une cabine, parce que là, il y a une énorme cabine avec plein d'appareils photo que tu n'auras jamais chez toi. Mais lui, il propose du coup de le faire avec un téléphone. Donc tu prends, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui avec la reconnaissance faciale, on va te demander de prendre ton visage sous différents aspects. Le logiciel va combler les trous d'un avatar numérique qui va construire au fur et à mesure que tu prends les photos. Quand l'ensemble des photos sont acquises par le logiciel, l'avatar est constitué complètement. Et à partir de là, le visage, l'avatar que tu auras créé pourra être garni des différents produits vendus sur le site. Mais l'idée, elle est folle. Et c'est clair que dans la mesure où c'est simple, facile et accessible, c'est une super idée en fait. Tous les sites qui vendent des bijoux vont vouloir cette technologie. Mais enfin, j'ai quand même un gros doute sur le fait qu'avec 200 000 €, il arrive à développer la tech. Alors tu me diras, il l'a déjà développé apparemment avec des appareils photo. On va écarter mon doute. Je ressens quand même pas, tu vois, j'ai pas la sensation qu'on soit prêt. Moi, je suis pas client. Donc déjà, je vais être tout à fait transparent. Si je transpose à ma personne, je suis absolument pas client. Dans l'observation que je fais de mon entourage, 100% des gens autour de moi continuent à vouloir essayer les articles en magasin. D'ailleurs, quand tu regardes Sarenza et toutes les marques de chaussures, comment elles ont construit leur fortune, comment elles ont assis leur position dominante sur le marché de la chaussure en ligne en déclarant on vous envoie 3 paires, essayez celle qui vous convient, renvoyez les 2 autres, ça ne vous coûtera pas plus cher. Au lieu de chercher à numériser le processus, ils ont tout simplement conservé le processus qu'avait le client qui consistait à aller en magasin pour essayer en disant
c'est plus vous qui vous déplacez, c'est nous qui vous envoyons les paires et vous nous renvoyez simplement celles que vous ne voulez pas. Et c'est comme ça que Sarenza et d'autres gros vendeurs de chaussures ont assis leur position dominante sur le marché. Et tu vois, la réflexion que je viens de mener avec toi, c'est exactement la même réflexion que tu dois avoir pour tes produits et services ou pour l'entreprise que tu veux créer. Tu dois réfléchir à la fois aux habitudes de consommation que les personnes autour de toi ont, à la fois observer les marques, les choix stratégiques qu'elles ont fait vis-à-vis de leur positionnement, parce qu'il y a de grandes chances que si une marque comme Sarenza, qui a autant d'argent et qui n'est pas optée pour le double numérique, enfin l'avatar numérique, si elle n'a pas choisi cette stratégie-là, c'est parce qu'elle a pu évaluer que ça n'était pas ce vers quoi tendaient les consommateurs. Et comme je le répète toujours de toute manière, ce n'est pas ton idée qui aura raison du marché, c'est le marché qui aura toujours raison de ton idée. C'est-à-dire que les consommateurs, la masse générale des consommateurs vont faire des choix et ce sont ces choix qui sont la vérité, qui sont la justesse. Ce sont ces choix et ces comportements de consommateurs qui font la différence entre les entreprises qui gagnent de l'argent, sont celles qui collent au comportement des consommateurs, et les entreprises qui n'arrivent pas ou qui perdent de l'argent sont celles qui veulent aller à l'encontre des choix et des comportements des consommateurs. Si tu veux être un bon entrepreneur et un bon investisseur, tu dois être observateur et à l'écoute de ces comportements de masse. Et malheureusement, même si tu es convaincu que ton idée c'est la meilleure, à part dans quelques rares cas, tu vas devoir suivre le marché. Voilà, alors tout à l'heure vous êtes passé dans la cabine d'essayage qui vous a photographié. C'est un processus qui s'appelle la photogrammétrie, qui prend plusieurs photos et qui reconstitue ensuite le modèle, c'est-à-dire un mesh et une texture de vous-même pour vous créer votre jumeau numérique. Et on va voir le résultat maintenant. Alors j'espère que vous serez un peu indulgents parce que, comme je vous le disais, la boîte vient d'être créée, donc ça fait que 3 mois qu'on travaille sur la technologie. Ouais, ça c'était la promesse, on va voir la réalité. Oh punaise. Non, punaise, ouais, t'as raison. Delphine, elle tremble là. Ah. Delphine, je suis désolé, c'est pas très ressemblant, mais voilà, c'est un peu ce qu'on a mieux en aujourd'hui. vrai. Hein. Merci. Bien sûr, vous êtes plus belle en vrai. Jean-Pierre, on a pris le Et pourquoi j'ai pas de cheveux Vous avez dit que tu as mis trop de lac. Ah mais je voulais investir, mais c'est foutu maintenant. Ah putain, il y a eu un problème maintenant. Voilà, donc là, Ah bah voilà. là, on a été un peu dur avec vous, Anthony. C'est Fonzie. Oui, c'est Fonzie. Je veux le même à la maison. Oh putain. On peut pas s'arrêter là. Les deux autres, c'était trop horrible, vous avez Je préféré. vais vous les montrer. Non, mais C'est excellent. collector. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et pourquoi il a plein de cheveux lui Oh mon Dieu, on dirait Ramsès II. Eric, je suis désolé. Eh, vous auriez dû monter un coiffeur. En tous les cas, une pub pour les implants marcherait à fond avec votre système là. La clinique capillaire. du cheveu. La clinique du cheveu. Les cheveux, c'est hautement complexe. Donc... Non, mais on te charrie, c'est très Ouais, non, mais c'est normal. J'accepte, il n'y a pas de souci. On est en train de travailler là-dessus, donc là, c'est pas encore au point. Finalement, c'est la mienne la mieux. À la réflexion, c'est la mienne la mieux. Non mais la tienne est bien. On dirait bien au final. La tienne est bien. Toi, finalement, t'es pas si mal. Non, il me manque juste cette grande coiffure que vous avez tous, mais bon. Oh, un coup de rasoir et hop, tu pourrais jouer. Il y a du boulot. On rigole, mais moi je trouve ça assez réussi. On a été virtualisé par quoi? Il y a combien? Il y a 8, 12 Il y a appareils photo. 10 appareils Donc il y a photo 10 appareils photo fixes fixes. qui ont donné ça. Voilà. Donc la question c'est à combien de temps homme vous êtes d'avoir un résultat convenable avec un mouvement naturel avec un smartphone? C'est 7 mois à faire. 7 mois à combien 7 de mois à développeurs? 7 personnes. À 7 personnes. Voilà. Donc 49 mois. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est-à-dire la technologie qui vous a permis de vous reconstruire, donc la photogrammétrie, ça c'est 2 ans de recherche à une dizaine de personnes. Donc vous avez besoin de combien d'argent pour faire ça? La levée totale, c'est 1 million pour aller au bout du produit à commercialiser. Donc avec 560 000 en equity, donc en augmentation de capital, et je viens de vous demander donc un tiers de ça. Je crois que c'est le premier fou rire de qui veut être mon associé auquel j'assiste, c'est trop bien. Petit détail hyper important, pendant qu'il finit de parler avec Marc Simoncini, Eric et Anthony Bourbon continuent d'être en fou rire et ne sortent pas de leur délire vis-à-vis de l'image qu'ils ont vue d'eux-mêmes et des autres sur l'écran qui montrait finalement les doubles numériques de chacun des investisseurs. Et là,
on revient à ce que je te disais au départ, d'où l'importance de maîtriser quand tu fais des pitchs, quand tu fais des présentations, de bien maîtriser finalement ce que tu es en train de dire. Parce que quand tu commences comme ça devant tout le monde à avoir un trou, ça peut t'arriver. Moi, ça m'est arrivé dans mon dernier séminaire. Quand tu te retrouves devant tout le monde à avoir un fou rire ou même un problème de quelque sorte qu'il soit, si tu n'es pas capable de bien maîtriser ton domaine, si tu n'es pas capable, comme il le fait là, de garder ton sang-froid et de continuer dans la direction dans laquelle tu veux aller, tu passes complètement, pour ici, à côté de ta levée de fonds, mais par rapport à ce que tu es en train de faire, à côté du projet sur lequel tu es en train de travailler, ce qui est quand même extrêmement dommage. Ce que je veux ici reconnaître et qui doit être reconnu, c'est le travail qu'il a fourni pour faire face à tout type de situation, dont le fou rire. Moi, je salue vraiment son comportement qui est tout sauf facile et franchement bravo à lui parce que c'est pas tout le monde qui est capable de gérer comme il l'a géré là. Quand j'écoute tout ça, moi je suis très dubitatif. Marc est très professionnel parce qu'il connaît bien le milieu des startups et tu as vu, il a fait un calcul intéressant. Il a redistribué le nombre de mois de développement en fonction du nombre de personnes. Cette fois, c'est 49. Il dit qu'en gros, il faut 49 mois avec une personne pour développer le projet, mais avec cette personne, tu le recontractes en 7 mois. Donc, il a fait son calcul sur le temps et non pas sur l'argent. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme raisonnement. Ça s'est fait très vite. Tu peux réécouter le passage si tu veux. Et je veux souligner aussi autre chose qui me vient en écoutant tout ça. Je pense à Apple. Je ne sais pas pourquoi, je pense à Apple et je pense à l'iPhone. Et je me dis, tu vois, depuis le début de cette émission, tu es peut-être là en train de te dire « Oui, mais Nicolas, il n'a pas raison parce que, en fait, regarde Steve Jobs avec l'iPhone, il a innové et c'est dans l'innovation qu'il a gagné de l'argent parce que l'iPhone a conquéri le monde. Et bien au-delà, parce qu'il a créé des petits et que sans l'iPhone, il n'y aurait pas Samsung, il n'y aurait pas tous les autres qui se seraient engouffrés dans la brèche et le monde n'aurait pas changé tel qu'il a changé aujourd'hui sans l'innovation de Steve Jobs. » J'aimerais te rappeler, et c'est important pour moi qu'on ait cette discussion, que en fait, les gens ont tendance à oublier que l'iPhone n'est que l'aboutissement d'un cursus que Steve Jobs a eu. Et je pense que dans la création de l'iPhone, trop de personnes oublient l'iPod. L'iPod, c'est la révolution. Moi, j'ai eu des iPods. J'étais un grand fan de ce produit. Je le suis toujours d'ailleurs. Steve Jobs, avant de révolutionner la téléphonie, il a simplement révolutionné la musique. Pour te remettre dans le contexte, à l'époque, on avait soit des Walkman cassettes qui avaient un énorme avantage, c'est-à-dire que tu pouvais faire plein de trucs et tu écoutais ta musique. Sauf qu'à cette même époque, la cassette était en train de disparaître, voire même qu'elle avait disparu au profit du lecteur de CD qui donnait un son et une qualité de musique bien supérieure à tout ce qui avait jamais existé pour l'époque. Bien que il y a toujours eu des gens qui étaient fans des 33 tours, mais ça, on le met entre parenthèses. Et le CD a créé les lecteurs de CD portables qui avaient une caractéristique bien précise, puisque moi j'en ai eu. En fait, quand tu roulais en voiture, quand tu bougeais, selon ce que tu faisais, la musique elle sautait en fait, tu avais un blanc. Et toi tu étais là, tu étais frustré parce que tu étais en train d'écouter un truc et tu ne pouvais plus l'écouter. Et en fait, Steve Jobs trouvait ça inacceptable qu'une technologie, alors je te donne mon interprétation, on est d'accord, il ne me l'a pas dit, mais il trouvait inacceptable qu'une technologie antérieure ne souffrait pas n'avait pas les mêmes problèmes qu'une technologie supérieure. Autrement dit, en fait, la cassette n'avait pas les mêmes problèmes que le CD. Et on trouvait des problèmes sur le CD qu'on ne trouvait pas sur la cassette et vice-versa. Pourquoi on a arrêté la cassette ? Parce que quand les bandes sortaient, ça faisait des nœuds et tu jetais ta cassette à la poubelle. Pourquoi on est passé sur le CD ? Parce qu'il y avait plus de problèmes. Mais le CD sautait au moindre mouvement. Et malgré qu'il y avait Sony et tout, ah oui, je t'ai fait un lecteur CD anti-choc, oui, ça résistait à 2 chocs. Le 3e ou le 4e, c'était fini, ça ressautait encore. Donc il a créé l'iPod qui en fait n'avait plus ce problème parce que c'était un lecteur numérique. Tu pouvais tout faire avec l'iPod, ça ne sautait pas. Et je pense que l'iPhone n'est qu'une évolution de l'iPod où finalement il a créé un iPhone en forme d'écran dans lequel il a rajouté des utilités. Et en fait, ce n'est pas une innovation, c'est une évolution c'est l'évolution d'une innovation qui répondait à un problème qu'il a constaté. Et c'est là où je veux t'amener, c'est que là, ce qui me perturbe, c'est qu'aujourd'hui, l'usage, je ne le vois toujours pas, malgré que je reconnais l'utilité et le fait que ça pourrait marcher, mais je ne vois pas en quoi ça innove et ça apporte quelque chose en plus.
Là où, malheureusement, l'iPhone a complètement répondu à une demande qui n'existait pas encore et on était sur de l'innovation claire qui a complètement effacé l'iPod au point où aujourd'hui l'iPod n'existe même plus. Et donc c'est complètement différent pour moi les deux produits et pourtant, je reconnais que l'innovation c'est l'idéal, mais tu n'y arriveras pas si tu ne passes pas par les différentes étapes par lesquelles Steve Jobs est passé. Steve Jobs, il a fait des téléphones, il a fait avant des ordinateurs, il a galéré avec les logiciels d'ordinateurs. Il y a vraiment tout un ensemble d'éléments qui l'ont amené là où il est arrivé. Et malheureusement, c'est en suivant ce chemin-là qu'à mon avis, tu peux atteindre l'innovation. Et pas comme là, je le ressens, parce que c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, je te propose un produit qui pour moi est le bon produit, mais qui malheureusement, à mon sens, ne répond pas vraiment à la demande. Et le plus drôle, c'est que je leur donne raison. Ça serait peut-être plus utile pour les cheveux que pour les boucles d'oreilles. Sauf que là, ils le présentent pour les boucles d'oreilles et pas pour les cheveux. Est-ce qu'à part Face ID d'Apple qui reconnaît votre visage comme ça à la volée, est-ce qu'on a des exemples de numérisation à la volée qui donnent un résultat probant? Pas à ma connaissance sur la technologie. Le premier à arriver à numériser un visage, qui est l'objet probablement le plus complexe à numériser, Ouais. avec un résultat probant qui ne fasse pas rigoler Eric, Mais surtout à un temps très court. et le tout très court. Voilà, c'est ça. Et deuxième question, alors qui prolonge celle-là, au-delà du visage, parce qu'on voit là-bas qu'il y a des vêtements, il y a un jean, il y a des chaussures, il y a une veste. Tu vas faire l'ensemble des produits, j'imagine. On est une petite équipe, donc on s'est concentré d'abord sur le visage parce que c'est là où il y a le plus de valeur ajoutée. Et on pense, et ensuite, bien sûr, le gros marché, c'est les vêtements. Avec la même techno ou c'est une techno différente pour le corps? Donc pour le corps, en fait, on a déjà un corps homme et femme. Et l'idée, c'est qu'on va le déformer en fonction des photos qu'on prend, c'est-à-dire une estimation de la morphologie du corps sous les vêtements. Mais tu peux le faire seul chez toi ou tu dois le faire absolument en boutique, ça? Il faut que quelqu'un te prenne en photo, en fait. T'imagines pour te scanner, pour réussir à te scanner correctement? Non, ils vont adapter ta morphologie à des modèles déjà prédéfinis. Et donc en termes de business model, Donc notre business model, c'est du B2B. Nos clients sont les marques, les utilisateurs sont les clients des marques. Et on commercialise ça en mode SaaS. La seule chose qu'on voit, nous, c'est quand l'utilisateur a créé son avatar et quand il l'utilise. Donc, ce qu'on a pensé, c'est de se rémunérer, en fait, au volume. Donc, on regarde avec une segmentation de prix par volume, 100 000, 350 000, 1 million, entre 45 centimes pour 100 000, 1 million, on est à 10 centimes par utilisateur actif. Donc, c'est un abonnement récurrent mensuel. On est typiquement dans un discours très classique du monde de l'entrepreneuriat Internet, web. SaaS, Solution as a Service, donc c'est vraiment des systèmes par abonnement. On est sur des modèles où en fait finalement le nombre d'utilisateurs représente la valeur. Donc en gros, j'ai 1000 utilisateurs, ça vaut tant. C'est très mathématique, c'est simple à comprendre. Là, il déroule finalement un langage qui pour la personne lambda qui ne comprend pas de quoi il parle, il passe complètement à côté, il ne comprend rien. Le mec qui est dans le business et dans l'internet, c'est très simple et très facile. En gros, donc on a un business qui est prédictible. Donc ça, c'est le côté SaaS. De l'autre côté, on a un mode de rémunération en fonction du volume d'utilisateurs qui sera facturé à la société. Donc c'est du B2B. C'est important de le préciser parce que comme il l'a dit, je prends sur le chiffre d'affaires, je ne m'embête pas avec le particulier. Comme ça, j'ai moins de clients, mais ils ont plus d'argent. Stratégique, mais intelligent. Ce qui doit t'intéresser dans tout ce qu'on est en train d'écouter, c'est plus la manière dont il a abordé son business que le business en lui-même. Je trouve que vraiment, on est sur quelqu'un qui est très pragmatique. On voit qu'il a quand même de l'expérience. Il s'y connaît relativement bien, je trouve. Et c'est très marrant de la façon dont il a monté son business parce que je trouve que c'est un business qui est fort intéressant pour des VC et des investisseurs comme eux. Parce que du coup, en fait, il est facile à comprendre. Il y a, au niveau des chiffres qu'il a à communiquer, des grands chiffres qui sont connus et reconnus par les deux parties, qu'il s'agisse du fondateur et des fondateurs d'ailleurs, parce qu'ils sont plusieurs apparemment, comme pour les investisseurs. Donc à partir de là, si l'idée et la techno est bonne, et quand Marc Simoncini dit est-ce qu'on est les premiers et les seuls à le faire, et que là il répond oui, il marque des points, parce qu'en fait, sur un business comme ça, il y a plusieurs dimensions, dont notamment le fait qu'ils aient éventuellement des brevets. S'ils brevettent une techno, que derrière la boîte elle fait faillite, mais que la techno elle a de la valeur pour Apple et d'autres, tu retrouves ton argent même dans le brevet. Donc ça, il faut aussi que tu y penses quand tu crées tes boîtes, parce qu'il faut que tu saches d'abord qu'il y a des manières de monétiser ton entreprise qui sont plus facilement valorisées et valorisables auprès des investisseurs et même des potentiels acheteurs. Donc ça, tu dois y réfléchir. Est-ce que tu fais un SaaS ? Est-ce que tu vends tous les jours à des clients et du coup, tu as besoin des commerciaux ? Enfin, tu vois, la manière dont tu vends et à qui tu vends. Et d'un autre côté, tu as aussi
comment tu construis ta boîte à l'intérieur, avec quelle recette. Parce que si tu construis ta boîte avec une recette en mode j'ai un brevet, tu as un deuxième, ou en tout cas un parachute dans ton entreprise, qui lui aussi est valorisé et valorisable par les investisseurs et qui te permet de retrouver ton argent toi en tant que créateur, mais aussi pour l'investisseur si éventuellement il veut mettre son argent dans ta boîte. Votre modèle vous permet d'engranger chaque mois combien de chiffre d'affaires? On a prévu 340 000 euros l'année prochaine, 690 l'année d'après et en 2025 de passer le million. 1,5 million exactement. Et ça avec combien de marques? Une trentaine de marques. La technologie qui sera au point en mai 2023, c'est juste pour le visage. Oui, pour le moment, c'est sur le visage. Oui, mais est-ce que le marché est là? Alors, lunettes, il y a un marché déjà. Lunettes, boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles, collier, et puis la cosmétique. Il y a un vrai marché. Tu es d'accord que toi, tu veux faire de vêtements après, de toute façon. Oui, on va aller aux vêtements. C'est qu'une étape. C'est qu'une étape, ouais. C'est un jalon. Parce qu'en fait, là, finalement, ce que vous pitchez, c'est un concept, c'est une idée. Et la seule valeur réside dans la capacité à pouvoir se scanner comme ça en prenant des photos. Ce qui est révolutionnaire, c'est votre promesse. Comment est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le fait que vous allez y arriver? Parce que vous valorisez quand même l'entreprise pas loin de 4 millions. 3,5 millions, oui. Ouais, alors que pour l'instant, si je comprends bien, la technologie n'existe pas. Il y a plusieurs endroits dans la technologie. Il y a effectivement la captation. Donc la technologie de photogrammétrie, on va la mettre. Oui, bon ça, il faut la mettre comme ça. Mais voilà. justement, ça va être fait. Fin d'année, ça marche. Et l'autre innovation, c'est pouvoir faire la simulation en temps réel de l'essayage des bijoux sur Internet. D'accord, mais vous dites que ça va bientôt être livré. Tant qu'on ne voit pas un début de preuve que ça va fonctionner, c'est impossible de valoriser l'entreprise à ce montant-là. En fait, j'ai besoin de finir ma levée pour finir mon produit. En fait. Qui est le directeur technique d'Emova? Bruno. Quel est le pourcentage de capital détenu par Bruno dans l'entreprise? Il n'est pas encore intéressé au capital. Ok. Aujourd'hui, vous êtes seul? Non, il y a 2 associés fondateurs, avec moi-même et Coralie. Est-ce que vous codez? Non, moi je code pas. Et Coralie, est-ce qu'elle code? Non. Ok. Il a posé le stylo là quand vous avez... Non, c'est vrai que c'est important dans les fondateurs d'avoir quand même des personnes qui savent de quoi elles parlent. Pas du tout que vous soyez un amateur ou un débutant, mais Google, par exemple, ça code sévère chez les fondateurs. Ouais. Et ensuite, ils ont pu déployer un arsenal de codeurs. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur de ne pas avoir les épaules? Et est-ce que tu te sens capable d'inspirer tous ces devs qui vont être vraiment nécessaires pour la suite de ton aventure? Je pense que notre solution, c'est à la fois de l'artistique, la qualité de l'image, la résultante. Ça, c'est mon background. Et ensuite, effectivement, toute la partie code, technologie, IA, que je connais, puisque ça fait 20 ans que je navigue là-dedans, sans être codeur. Mais je pense que j'ai une bonne vision de l'usage, j'ai une bonne vision du résultat, c'est-à-dire l'image à afficher. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien, ils me respectent. Bon, je pense que tu as saisi exactement tout ce qui vient de se passer. D'un côté, on a Eric qui est rentré dans le vif du sujet, dans l'aspect technique de la situation dans laquelle se trouve l'un des fondateurs. Et il a mis en exergue un élément qui, moi, me dérange, à savoir que la personne qui a la technicité pour développer la techno qu'il est en train de vendre n'a même pas de part dans la société. Et que les personnes qui ont fondé la société n'ont pas la technicité pour pouvoir développer la promesse qui est vendue ici. Et là où Anthony a redonné une couche, il a souligné le fait que sur des boîtes techno comme Google, et c'est un exemple qui n'est pas tiré au hasard, tout le monde cherche à mettre son argent dans le prochain Google. Parce que Google, ça reste à aujourd'hui d'abord la première entreprise qui a démocratisé la scalabilité. Il n'y a rien qui a jamais été aussi rentable que Google. Et ensuite, Google, ça reste une des boîtes les plus profitables au monde. Aujourd'hui, un mec qui a 1% de Google, il est immensément riche. Et il n'aura fait que prendre 1% des parts d'une boîte qui était dirigée par 2 codeurs qui codaient, comme il l'a dit très bien Anthony Bourbon, sévère. Et en fait, c'est une cascade. Et tu dois penser à ta boîte comme ça. C'est-à-dire que la tête de la boîte, si elle-même ne sait pas comment ça fonctionne dans la boîte, elle ne peut pas diriger. Alors, ce n'est pas qu'elle ne peut pas diriger. Après, je vais aussi développer mon point là-dessus. Il y a des choses à dire. Mais en fonction de ce sur quoi tu t'orientes, notamment dans l'innovation, c'est vrai que je peux consentir sur le fait que c'est plus compliqué. Parce que l'innovation, tu es le premier. Quand tu es le premier, tu ouvres la marche. Et tu as intérêt de maîtriser les différents aspects du produit que tu es en train de déployer. Alors que dans des boîtes classiques que tu vas créer,
Tu arrives sur un marché où il y a déjà des concurrents qui sont installés. Le fait qu'il y ait de la concurrence, pour les entrepreneurs débutants, souvent ça les désespère parce qu'ils se disent « je ne vais pas arriver à faire face à la concurrence ». Sauf que c'est là qu'ils se trompent. Quand il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. S'il y a un marché, ça veut dire que tu peux le prendre d'assaut. Et là où ça devient intéressant, c'est quand il y a un fondateur sur un marché connu qui n'est pas du métier, parce qu'il va aller explorer des voies qui ne seront jamais explorées par les experts. Et ça va créer du coup, on va dire, une perception nouvelle sur ce marché, parce que la plupart des gens s'imaginent à tort que cette vision du produit est obsolète ou n'est pas viable sur le long terme. Et la personne qui est entre guillemets vierge d'opinion et d'avis, elle ira explorer des pistes que certains n'exploreront jamais parce qu'ils ont des idées préconçues dans la tête, parce qu'ils ont été formés par des générations de salariés, d'entrepreneurs dans un domaine donné. Et donc, on a ici deux idées qui s'opposent, mais néanmoins qui sont fort intéressantes, à savoir que si tu crées une boîte dans un domaine nouveau et que tu es un innovateur, effectivement, là, il est préférable que tu maîtrises le sujet dans lequel tu innoves. Mais à l'inverse, si tu n'es pas un expert dans un domaine d'activité qui est connu et reconnu, mais que du coup, tu vas aller explorer des pistes inexplorées à ce jour parce que justement, on sait qu'elles ne fonctionnent pas, mais toi, tu y vas quand même, par hasard, par curiosité, parce que tu as une intuition, enfin bref, peu importe les raisons, là, tu as des chances de réussir là où tous échouent. Et c'est là que ça te montre la complexité de l'entrepreneuriat, parce qu'en fonction finalement de ce que tu vas faire, tu peux avoir des comportements différents. Et c'est ce qui fait que certains réussissent là où d'autres échouent, etc. Et c'est ce qui fait aussi que c'est si difficile. Après, je ne peux pas nier le fait que sur de l'innovation comme ça et sur un nouveau marché comme celui-là, eh bien c'est compliqué de s'engager sans avoir soi-même des connaissances avancées. Dernier point hyper important que je suis obligé de souligner, comme il le dit, il a fait sa levée de fonds, il est à la recherche d'argent. Le problème avec les levées de fonds, c'est que ça valide une valorisation et que cette valorisation qui a été validée, on a du mal à s'en éloigner précisément parce que en fait, on a déjà des gens qui sont rentrés à ce prix-là et que tu indiquerais d'une manière assez officielle que finalement l'argent qu'ils ont mis n'est pas la valeur de la boîte réelle. D'ailleurs, je voudrais souligner un petit peu l'aspect courageux qu'il a eu de passer à la télé, parce que là, on est au moment où on va avoir des gens qui vont investir ou pas dans cette société, et si personne n'investit, il ne va pas envoyer un signal positif à ses autres investisseurs. Et quand tu as fait une levée de fonds et que tu vas à qui veut être mon associé, tu es très courageux parce que tu exposes médiatiquement finalement le fait que la valeur de ta boîte elle est juste ou elle est fausse. Et dans le cas où elle est fausse, le signal envoyé à tes autres investisseurs il est plus que mauvais. Derrière, tu as intérêt d'assurer pour rattraper le coup, parce que ça ne doit pas être facile. J'espère que tu as compris ce que je viens d'expliquer. En tout cas, je salue son courage parce que ce n'est pas simple de parler de sujets comme celui-là, complètement innovants, face à des investisseurs qui, à mon humble avis, ne sont pas très emballés. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer. J'ai noté 4 trucs, je note jamais rien, mais là j'ai noté 4 trucs parce que c'est passionnant ce que vous faites, donc j'ai essayé de me structurer un peu. Mais le premier truc qui me vient comme ça à l'instinct, et c'est pas dans l'ordre de ma fiche, c'est que je trouve que vous déployez une énergie, une intelligence, des moyens extraordinairement complexes et chers pour un sujet qui est tellement futile. Je trouve que vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire et qu'avec ce talent que vous avez, vous pourriez faire tellement mieux pour résoudre les problèmes qu'on a. Je ne vais même pas lire les 3 autres sujets pour lesquels je ne vais pas vous accompagner, mais voilà, ça me rend triste et un peu désabusé. Ok, merci. Il est sensible ce Marc, mais il a raison, je suis assez d'accord avec lui, c'est une solution très compliquée pour un problème qui n'existe pas vraiment en fait. Tu vois, tu règles pas un truc ouf et c'est dommage parce qu'on sent que tu es passionné. On voit aussi pendant ton pitch qu'il faut éviter au maximum les démos. Quand vous allez voir un investisseur, il faut faire le plus simple possible parce que plus on veut montrer, plus on veut prouver, plus on se prend les pieds dans le tapis. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est plus simple de lever quand on a 0 chiffre d'affaires plutôt que de lever au bout d'1 an ou 2 quand on a des vrais chiffres, parce que les vrais chiffres, on peut aller creuser. Et les chiffres, ils ne mentent jamais. Ça reste un secteur très compliqué. Je me sens pas t'accompagner, je me sens pas les épaules, j'ai 0 expertise et je pense pas que t'as besoin de moi. Mais je te souhaite le meilleur pour la suite, même si, un peu comme Marc, je pense que tu pourrais mettre ton talent pour des causes qui sont plus nobles. C'est exagéré, tu vois, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement. Et la mode, c'est un énorme business qui génère des milliards chaque année. Donc, d'un point de vue business, t'as raison. Ok, merci.
Marc Simoncini a tendance à donner le là, il a parlé, suivi par Anthony Bourbon. Je t'ai laissé les deux parce que je trouve que finalement, comme ça c'est goupillé, c'est assez complémentaire. Bon, je pense que malheureusement, il y a quand même un peu de jugement là-dedans. Comme le dit finalement Anthony Bourbon, c'est quand même un énorme business. Et moi, j'ai pas de problème avec les gens qui font des activités pour l'argent. Au contraire, moi je trouve ça très sain. Aujourd'hui, on veut toujours que l'entrepreneur, il ait une démarche écologique ou des raisons profondes, un why qui soit fort. Mais tu sais, avoir de l'argent, c'est un why qui est fort pour moi. Hein. Tu peux juste vouloir de l'argent, ça me paraît pas déconnant. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Mais passons. Comme ils disent, ça génère des millions et des milliards à l'année sur le monde entier. Donc la mode, c'est un bon truc. Par contre, c'est vrai qu'après, la démo, elle n'est pas oufissime. Ils se sont plus moqués qu'autre chose. Et surtout, c'est intéressant ce que j'ai trouvé, ce qu'il a expliqué, c'est que finalement, plus c'est compliqué, plus tu vas compliquer aussi la compréhension des gens qui essayent de suivre ce que tu leur dis, et moins tu vas arriver à les convaincre. Et ça, c'est une maladie que je vois très souvent chez les entrepreneurs, mais chez les gens de manière générale. On a tous des vies aujourd'hui très compliquées, mais parce qu'en fait, c'est toi-même qui t'es construit une vie compliquée. Tu pourrais largement simplifier ta vie, mais largement la simplifier. Et en fait, la simplification de ta vie, elle ne dépend que de toi. C'est une décision. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait la remarque. Moi, j'ai énormément simplifié ma vie personnelle. Et bizarrement, j'ai gardé la même complexification dans ma vie professionnelle. Et il n'y a pas longtemps, je me disais, putain, tu pourrais faire la même chose avec ton côté pro. Essayer de un petit peu simplifier le côté professionnel de ta vie. Parce que ta vie perso, elle est très simple et ça te va très bien comme ça. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Je crois que l'être humain, on aime bien mettre des couches par-dessus des couches et rajouter une couche par-dessus l'ensemble des couches qu'on a déjà ajoutées les unes par-dessus les autres. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on aime bien quand même quand c'est pas simple. On est attiré par la complexité et souvent on va dire moi j'aime les choses simples, mais quand on se penche sur la vie de quelqu'un, on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de complications qui ne sont là que parce que tu as voulu qu'elles y soient là. Donc bon voilà, je comprends ce qu'ils veulent dire. Ils disent en gros, voilà, tu mets beaucoup d'efforts pour un truc qui n'existe pas vraiment à part dans ta tête. Comme je t'ai dit tout à l'heure, sois observateur, mais observateur des bonnes choses. Et malheureusement, effectivement, il n'y a pas de raccord sur l'utilité de cette technologie. Mais après, comme je te l'ai dit aussi, je pense qu'il est extrêmement en avance. Aujourd'hui, la réalité virtuelle que beaucoup essayent de construire, elle n'est pas là. Et la vérité, c'est que tous ceux qui la construisent, quand tu regardes avec précision les personnes qui travaillent sur cette fameuse réalité virtuelle, c'est des Mark Zuckerberg qui ont des sociétés comme Facebook qui financent le développement de cette réalité virtuelle. Et du coup, là, on est dans une création et je crois que ce n'est pas la bonne position. Je pense qu'il aurait mieux valu qu'il crée une boîte qui fonctionne et qu'avec l'argent de sa boîte qui fonctionne, il crée sa réalité virtuelle. Bref, ça reste que mon avis. C'est certain qu'effectivement, donc, on sent qu'il y a plus que du talent. Il y a une vision. On voit que tu es animé donc, par une vision et une vision très maîtrisée. Et ça, c'est plutôt engageant. Mais je pense qu'à date, en fait, il y a une forme de pari que peut prendre que quelqu'un qui est proche du dossier et qui, comme toi, partage l'idée qu'on va y arriver, quoi. Mais c'est pas là, avec un pitch comme ça, qu'on peut se lancer à l'eau. En tous les cas, moi, je ne le ferai pas. Raison pour laquelle donc, je vais pas y aller. Merci. Bon, votre idée, elle est bonne. Après, vous êtes dans un domaine qui est quand même assez risqué. Moi, je vois pas ce que je pourrais vous apporter, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas mon domaine. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais passer. Ok, merci. Bon, je les ai fait par deux, j'ai un sourire, il ne reste plus que Eric. Alors, je me dis deux choses. Soit Eric a voulu s'isoler parce qu'il veut positionner son argent. Il a, de façon très maligne, évincé tout le monde avec des questions incisives et il va rentrer. Soit en fait, il est vraiment écœuré et il va faire un stop-éject monumental. Ça, on va le savoir dans un instant. En attendant, Jean-Pierre et Delphine, évidemment, ils n'ont rien à apporter au sujet. Et qui plus est, voilà, ça reste de la techno purement et simplement en cours de développement. Aucun des deux n'est codeur. Ça me paraît très compliqué effectivement de rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que tu investisses dans des domaines que tu ne maîtrises pas, que tu investisses dans des domaines qui paraissent intéressants, mais pour lesquels en fait finalement tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Et ne fais pas comme si tu ne vois pas de quoi je parlais. Ça arrive à de nombreuses personnes que de mettre de l'argent sur des conneries au quotidien. J'ai un message pour toi qui m'écoute. Quand tu entends quelqu'un comme ça, qui a l'air sûr de lui et qui te pitch une idée, ne fonce pas tête baissée.
assure-toi à minima de comprendre ce que tu es en train de faire et de comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Tu peux gagner de l'argent, mais tu peux surtout en perdre. Et perdre de l'argent bêtement, surtout quand on n'en a pas, ce n'est pas une option en fait. On place son argent dans quelque chose qu'on comprend, pour lequel on a les enjeux, on a les tenants, on a les aboutissants. On est capable de réexpliquer ce qu'on est en train de faire et on n'est pas là face à une idée que quelqu'un nous expose et que l'on suit bêtement sans même savoir réellement comment ça va évoluer, parce que là, c'est la réalité. À un moment donné, je crois que c'est Eric ou Marc Simoncini qui l'a dit, on n'a aucune preuve à aujourd'hui que ton truc avec ton téléphone, ça marchera. Tu nous l'expliques, mais on ne le sait pas en fait. Donc au final, tu nous promets quelque chose, mais on n'est pas sûr que tu le produiras. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as une tente avec à l'intérieur 12 appareils et on doit s'asseoir dans la tente pour que les 12 appareils nous prennent en photo. Ce n'est pas autrement que ça marche. Donc, soyez des fois terre à terre comme je viens de le faire. Soyez réaliste et soyez conscient que ton argent, votre argent, il est précieux en fait. Et que si vous le dilapidez n'importe comment, au-delà d'avoir perdu de l'argent, ce qui n'est pas grave en soi, c'est vous-même que vous ne respectez pas. Vous ne vous respectez pas. Respectez-vous un minimum et prenez conscience que l'argent que l'on a tous communément gagné, il a une vraie valeur. C'est du temps que vous avez passé pour générer cette richesse et ça ne mérite pas qu'on la dilapide n'importe comment. Et si je te dis ça maintenant, ça peut te paraître bizarre, mais c'est parce que la situation actuelle m'évoque cette situation. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est là, qui te propose une idée, et rien de plus, qui va te proposer une opportunité pour laquelle tu n'as pas tous les éléments. Et il y a plein de gens qui mettent de l'argent sur ces trucs-là. Ne fais pas ça. Fais comme Delphine et Jean-Pierre. Fais comme Marc et comme Anthony. Dis non. En fait, le non, c'est une bonne chose. Et même si la personne insiste, garde tes positions et ose dire non. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Maintenant, il reste Eric quand même, ça m'intéresse. Tout d'abord, merci, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant rigolé. Et je tiens à préciser que c'était un vrai rire joyeux. Je ne me moquais pas du tout, parce que je sais que c'est très difficile d'arriver à des résultats. Et en 3 mois, bravo, parce que clairement, il y a beaucoup de travail derrière. Moi, je n'ai pas de jugement sur le fait de est-ce que c'est bien, pas bien de contribuer là-dessus, est-ce que vous pourriez faire autre chose. D'une manière générale, réussir à faire un avatar 3D en faisant de la prise de photos comme ça, c'est clairement un actif technologique fort et il faut réussir à le faire en premier, réussir à le développer. Je ne suis pas rassuré parce que dans votre équipe fondatrice qui possède du capital, il n'y a pas le directeur technique qui va vraiment m'impressionner de me dire « Ok, cette personne va vraiment y arriver ». Vu le stade auquel vous êtes, vous n'avez pas fait la démonstration que cette technologie effectivement va fonctionner, c'est encore trop tôt. Avec tous ces éléments et notamment l'absence de directeur de technologie, pour moi, c'est pas possible. Et donc c'est pour cette raison que je ne vais pas vous suivre. Très bien. Merci pour votre retour. Alors, cette conclusion me fait penser donc, à une phrase où on dit donc on reconnaît un génie au fait que tous les imbéciles se lient contre lui. J'espère que nous serons tes imbéciles utiles. Okay. On l'espère. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Tu sais, ce que vient de faire Eric, c'est très important et c'est quelque chose que tu dois garder de cette émission qui je pense, est capitale. C'est qu'en fait, quand tu mets ton argent dans un projet, quand tu te lances, même toi, dans un projet, le plus important, c'est que ça aboutisse. Mais l'aboutissement, ça ne veut pas dire que tu arrives au bout du projet, c'est que tu arrives à un point où il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Par exemple, je vais faire un parallèle avec mon vécu. On a acheté, nous, des immeubles avec ma mère pour lesquels on n'a jamais fini les travaux. Et ça peut paraître fou, mais en fait, tu pourrais te dire que, et je l'accepterai très bien, que j'ai échoué, ce qui est vrai, dans un certain sens. Ça m'a surtout appris ce que je ne vais jamais refaire dans mon patrimoine, en fait. Et je ne l'ai jamais refait, d'ailleurs. Et c'est marrant parce que, tu vois, c'est là où je t'emmène, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir comment ils évaluent. Et c'est pour ça que ces émissions sont si intéressantes. Et tu vois, Eric, quand il a posé ces questions, il a cherché finalement dans l'équipe fondatrice la personne à qui il allait confier son argent, qui allait l'amener au bout du projet. Parce qu'en même temps, il a su reconnaître le talent derrière ce qui avait déjà été accompli. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi, c'est de dire « Ok, je fais ça, je vais y passer des centaines et des milliers d'heures. Et au terme de ce temps passé, qu'est-ce qui va sortir ? Qu'est-ce que je suis sûr d'arriver à produire ?» C'est une vraie question. Et ça m'invite à te suggérer un conseil qui, je pense, est un bon conseil. C'est un très gros objectif dans ta vie. Moi, je suis toujours le premier à dire, vous ne savez pas vous fixer des objectifs, vous n'êtes pas capable de viser suffisamment haut pour atteindre quelque chose d'intéressant.
Donc je pense que la plupart des gens ne savent pas se fixer des objectifs, j'en suis convaincu de ça. Mais en même temps, une fois que tu t'es fixé le très gros objectif, qu'est-ce que tu vas te donner comme étape pour l'atteindre? Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est les étapes. Parce que la première étape du très gros objectif, ça ne pourra pas être quelque chose de proche du gros objectif, tu vois. Et ensuite, question subsidiaire mais néanmoins intéressante, qu'est-ce que tu mets en place qui soit suffisamment intéressant pour que ça devienne une partie de toi? Je vais te le dire autrement, quand tu te lances dans ce genre d'aventure, il va se passer des choses dans ta vie, des changements qui vont s'opérer. Et est-ce que de ces changements, il y a des habitudes, il y a des comportements que tu vas pouvoir conserver parce qu'ils ont un bénéfice direct sur ton quotidien, sur ta vie? Et en réalité, si tu comprends que comment je vais dire, le réel accomplissement dans n'importe quel projet que tu lances est bien plus cristallisé dans ce que tu fais pour l'atteindre que dans le fait de l'atteindre, eh ben, tu comprends en fait finalement comment on fait pour avancer, produire, réussir, avoir de l'argent, etc. C'est pas l'objectif. Et je sais que cette phrase elle est bateau, mais c'est vrai, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin pour l'atteindre. C'est ça cette phrase. C'est que finalement, qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour arriver à ce résultat et est-ce que ce que tu as mis en œuvre est réutilisable dans ta vie? Et si la réponse est oui, bah, tu tiens quelque chose en fait. Et là en fait, Eric, lui, il matérialise par la parole en fait la problématique de aucun fondateur codeur, mais maintenant, au demeurant, comme il l'a très justement dit, ce qu'ils ont dans les mains, c'est quand même un truc de fou. En 3 mois, avoir développé ça, c'est magnifique. Donc ça veut bien dire que quand même, il y a quelque chose. Maintenant, comment tu le développes, c'est la question à laquelle il faudrait répondre. Mais ça, c'est son travail à lui, c'est pas son travail à toi. Non, parce que le mec, il est bon. T'as raison. Ouais, bah oui. On dit tous Les mecs non. vont tous te dire ça marchera pas. Voilà, on dit tous a non, tous fait ça. Et puis dans 2 ans, Et on aura adoré se tromper. voilà, exactement. Je les ai fait rire. Leur image a été écornée parce que notre technologie n'est pas encore au point. Voilà, c'était assez communicatif, j'ai rigolé avec eux. Par contre, je pensais qu'il y en a moins un qui aurait investi dans l'idée. Donc je suis un peu déçu. Qu'est-ce que je me suis marré quand Toi, même. tu t'es vraiment marré. Vraiment de te marré. voir rire, c'était comique. Mais surtout c'était répétitif. C'est-à-dire que Non, quand mais ça ça s'arrêtait, j'arrivais pas à assez m'arrêter, vite. c'était terrible, mais j'avais honte en plus, qu'à un moment ça va quoi, faut passer à autre chose, mais j'arrivais pas. Mais le gars a gardé son calme. Non, ah oui, c'est vrai Ah, mais il que était ça a bien, pas dû il être facile était pour lui. vraiment bien, lui, il était C'est clair. pas il était sympa, mais bon, synthétique. c'était trop drôle, c'était trop drôle. Mais bon, C'est le jeu, mais en tout cas, il l'a très bien pris et il a été géré fort parce avec. qu'il a très très bien géré. Ouais. Alors, il y a certes de la déception d'aucun investisseur dans la machine, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le signal envoyé à ces investisseurs qui est très mauvais. Les conséquences, à mon avis, sont lourdes. Il est temps pour moi de t'annoncer que la société n'existe plus. Bien oui, j'ai gardé le suspense jusqu'à la fin parce que j'avais envie que tu le saches. Emova.me n'existe plus. Il n'y a plus rien sur cette société. Alors attention, je dois le préciser, il n'y a plus rien sur Internet. Par contre, quand tu fais des recherches poussées, tu trouves, en tout cas j'ai trouvé les statuts de la société, j'ai trouvé la société, elle est toujours en activité mais il n'y a rien de rattaché à elle, pas de chiffre d'affaires, rien, aucun élément. Aujourd'hui n'apparaît plus qu'un seul associé majoritaire, donc à savoir Gaël qu'on a vu pendant l'émission, il n'y a pas d'autres associés qui apparaît, pourtant il y a des parts qui ne sont pas visibles mais bon voilà, tu m'as compris. Donc je ne sais pas ce qu'il est devenu, je n'ai pas trouvé de traces particulières à te donner, en tout cas pas de traces ni de la technologie évoquée pendant l'émission, ni concernant un quelconque produit qui aurait été vendu à une quelconque marque. Et je ne crois pas avoir fait attention, ou en tout cas trouvé un site qui déployait l'avatar virtuel en mode miroir pour essayer les bijoux que tu pourrais acheter sur l'éventuel site en question. Donc pour moi aujourd'hui, ce projet est mort. Pas d'un point de vue négatif, pas d'un point de vue, on va dire, conceptuel, puisqu'on a vu quelque chose dans cette émission. Mais en tout cas, il n'y a pas de moyen d'y accéder d'une quelconque façon que ce soit. Donc ça montre que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention avec les technologies. Le problème là, c'est que apparemment, des personnes auraient investi, en tout cas de ce qu'il exprimait pendant l'émission. Donc ces gens-là, soit ils ont perdu leur argent, soit il y a un pivot qui a été effectué. Mais là aussi, je n'ai aucune information. Dans tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est ta situation à toi. Sois très vigilant dans quoi tu mets ton argent, ça c'est quand même la première des choses. Deuxièmement, sois à l'écoute du marché, mais sois à l'écoute en observant à la fois bien évidemment tes proches, mais en observant aussi la réalité dans laquelle on évolue et ce que font les marques. Je ne suis pas certain que cette technologie soit nécessaire à l'heure actuelle
pour la consommation. Et je pense qu'on s'accommode très bien de se déplacer pour aller essayer les bijoux, les vêtements que l'on souhaite acheter sur Internet. Et tant bien même, comme je l'ai dit pendant l'émission, tu as pléthore de commerces en ligne aujourd'hui qui te proposent de t'envoyer les produits et que tu peux les renvoyer s'ils ne te vont pas ou s'ils ne te conviennent pas. Et ce n'est pas anodin si majoritairement c'est le processus qui a été retenu par ces sociétés pour vendre. Et ça, tu ne peux pas l'ignorer. Donc voilà. Je voulais quand même te le signaler, je trouve que c'est très important, c'est comme ça qu'on construit sa boîte, c'est comme ça qu'on se développe son entreprise. Et je te souhaite, toi aussi, de développer tes sociétés en innovant, en trouvant des nouvelles technologies, mais plutôt à la manière, comme je l'ai expliqué, de Steve Jobs, en commençant par un premier produit que tu fais évoluer vers de nouveaux produits, en testant sur le marché avec des consommateurs et en mesurant la valeur qui est la seule et unique qui a de l'intérêt dans l'entrepreneuriat, c'est le fait qu'il y ait des clients qui payent pour le service que tu proposes. Parce qu'il y a un élément qui n'a pas été abordé dans ce qui veut être mon associé, qui pour moi est capital. C'est qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir cette technologie, mais est-ce qu'il y avait seulement une société qui était prête à payer pour avoir cette technologie sur son site? Et ça, c'est la partie la plus difficile, la partie de vente. Et c'est ce que tu dois toi mesurer en priorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour le service que moi je m'apprête à proposer? Et ça, c'est ce qui doit te driver, c'est ce qui doit t'orienter, c'est ta boussole qui t'indique le nord, c'est l'élément central de toute activité entrepreneuriale. Je te rappelle que sur mon site, il y a des places de séminaires que tu peux venir me rencontrer. Tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet séminaire et tu peux réserver ta place et manger avec nous, les intervenants et nous tous. Bref, je t'attends le 5 octobre à Nîmes et je te laisse me laisser des étoiles et un commentaire parce que c'est ce qui m'aide le mieux et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!